Bonjour et bienvenue sur Polysoutien, le podcast qui prend soin de vos amours. Nous faisons aujourd'hui la connaissance de Bérénice, qui témoigne à son tour sous un nom d'emprunt. Bérénice m'a contacté suite à un appel à témoins bien précis, la recherche d'une personne ayant vécu puis abandonné les relations plurielles. Parce qu'elle correspond à cette situation, Bérénice a proposé de raconter son vécu, sa rencontre avec la polyamorie et les raisons de son abandon de ce type de structure relationnelle. Comme d'habitude, si vous voulez soutenir ce podcast, vous pouvez faire un don sur mon compte Patreon. Vous trouverez plus d'informations en description. Je laisse maintenant la place à Bérénice. Restez à l'écoute. Bonjour Bérénice. Bonjour. Est-ce que je peux te demander de te présenter d'abord ? Ok, alors j'ai 39 ans. Je suis la maman d'un grand garçon de 20 ans, d'un adulte qui est parti de la maison à 15 ans et qui vient de revenir depuis quelques mois. Je suis formatrice, facilitatrice et formatrice sur les questions d'intelligence collective, de gestion de conflits, gouvernance partagée, un peu toutes ces questions-là. Et j'accompagne les collectifs sur leur manière de fonctionner ensemble et sur leur vision commune et sur ce qui les rassemble et sur ce qui peut coincer aussi dans leur fonctionnement. En gros, c'est ça que je fais. J'habite en ville depuis que j'exerce ce métier-là, mais à la base, j'ai beaucoup vécu à la campagne et je me sens plus affiliée à la mentalité campagnarde que citadine, que ça a pu même créer un peu un choc des cultures quand je suis arrivée. Sinon, mais je me retrouve bien dans tous les cercles militants féministes, écolos, enfin, en tout cas, à volonté de transformation sociale. Est-ce que tu peux me raconter quel est ton plus ancien souvenir de crush sentimental, qu'il soit réciproque ou pas ? Ouais, non, c'était plutôt pas réciproque. Mon premier amour, c'était un amoureux, mais j'ai pas le souvenir de l'histoire d'amour, j'ai le souvenir de la fin de cette histoire d'amour. C'était le fils de ma nounou, et quand je l'ai retrouvé, je pense que c'était au CE1, on a dû se retrouver dans la même classe, et quand je suis arrivée, il avait une autre amoureuse, et du coup, je n'étais plus son amoureuse. Et donc j'ai vraiment le souvenir plutôt du rejet, de la jalousie aussi, mais pas le souvenir des moments qu'on passait ensemble. Je pense qu'on était trop petits pour que je m'en rappelle. D'accord. Concernant toute la période maternelle et élémentaire ? Plutôt j'idéalisais. Je crois que j'avais deux amoureux. En fait, on était à la campagne et on avait des classes sectionnées et par exemple on faisait le CE1, CE2. Et après le CM1, CM2, un peu plus loin. Et du coup, à chaque fois, j'avais un crush dans ma classe. Mais moi, j'avais sauté une classe, donc j'étais vraiment plus jeune. Et en plus, j'étais petite à lunettes. Enfin, j'étais pas du tout dans les critères esthétiques. Donc, j'avais des crushs et je fantasmais mes crushs. Et je me rappelle que je rêvais le soir de les embrasser. Et il y avait quelque chose de très fort qui se passait en moi. Et je savais pas ce qui se passait derrière, en fait. Comme si j'avais envie qu'on se rentre l'un dans l'autre, mais je savais pas ce que c'était. Alors, en tout cas, je me rappelle bien de ce fantasmage. Donc après ça, tu fais ton entrée au collège ? Ouais. Comment ça se passe au collège ? De toute façon, moi j'ai 9 ans au collège, donc je pense pas du tout à la sexualité, je joue aux billes. Enfin, ouais, je joue aux billes, et puis il y a des garçons qui viennent me voir et qui me disent « tu veux mes boulets ?» Donc complètement en décalage par rapport à ces préoccupations-là, et je me rappelle que pour moi les filles c'était des pinces-qu'à ça. À partir de la 4e, 3e, j'ai commencé à vraiment me rebeller et je suis allée en internat en 4e, 3e, et là j'ai commencé à traîner avec des personnes qui étaient en internat, et il y avait beaucoup de personnes qui étaient issues de familles compliquées, qui avaient subi des attouchements ou des choses comme ça. Et donc j'ai commencé un peu à traîner avec ces personnes, à fumer. J'ai fait exprès de redoubler parce que j'en avais marre d'être complètement en décalage par rapport aux autres. Et après je me suis retrouvée donc j'ai redoublé, j'ai changé de collège en 3e. Et là je me suis retrouvée un peu avec une espèce de popularité de ouf, j'ai rien compris. Et voilà, et là je suis devenue un peu une meuf populaire d'un seul coup, quoi. Toujours au collège, là ? Mais j'étais un peu la meuf populaire, mais un peu schlag aussi, quoi. Enfin, un peu, j'étais populaire parce que les gens ils savaient que je venais à d'autres endroits, que j'avais fait des conneries, que j'avais découvert des milieux un peu obscurs, en internat, enfin voilà, quoi. T'étais l'équivalent dans les villes quand c'est quelqu'un qui vient de sortir de prison. Ouais, c'est ça, exactement. C'est ça. Et ouais, voilà, ouais. Après c'était le passage au lycée. Alors justement, j'allais venir. Comment ça se passe ? Déjà scolairement, mais également sentimentalement ? Le lycée, je vire, on va dire, un junkie avec un rat dans la manche. J'allais au lycée avec un rat dans la manche. Je m'étais fait des dreadlocks et je commençais à fumer des joints.
Scolairement, disons que j'ai toujours eu à peu près la manière. Je faisais une terminale scientifique, enfin bac scientifique. J'ai gardé, on va dire, la moyenne. Mais tout le long, j'ai fumé. On allait se cacher pour fumer des bangs et tout. Et je commençais un peu à avoir des amoureux, mais c'était plutôt des potes. Et d'ailleurs, j'ai fait ma première fois au lycée avec une personne. C'était en première. Et j'étais pas prête. C'était quelqu'un qui m'avait un peu mis la pression. Et je l'ai fait en regrettant quand même un peu. Puis après, en me disant bon bah comme ça au moins c'est fait. Après avoir fait ça, ça s'est mal passé parce qu'on est parti en voyage scolaire, chacun de notre côté. Et quand je suis revenue, en fait, il y avait des filles jalouses qui avaient dit que j'avais allumé les Allemands, et c'était vrai. Mais il y en avait un que j'avais bien attrapé, et que j'étais tout le temps à côté de lui dans le bus. Je lui avais pris sa gourmette. Enfin, j'étais bien. Enfin voilà, après lui quoi. Et du coup, les filles, elles ont raconté ça à mon gars à cette époque, et du coup il m'a dit que c'était fini et que lui il avait couché avec une Italienne, et je l'ai cru. Et en fait avec le recul, je me dis qu'en fait non, il a sûrement pas couché avec une Italienne alors qu'on venait de démarrer notre vie sexuelle, et qu'il était plus timide que moi. Moi j'étais un peu comme ça, un peu déluré, mais lui non quoi. Mais sur le coup je l'ai cru. Sur le coup je l'ai cru, et je me suis dit c'est un salaud, alors que je m'étais pas non plus comporté de la manière la plus Et d'ailleurs, avec cette personne, après, on a été dans la classe l'année d'après, on est devenus potes, mais c'est comme si c'était vraiment complètement une personne différente. C'est marrant au lycée comme le temps est distendu en fait. Ouais. Parce que comme quand on est parti une semaine en vacances, il fallait en voyage de classe, il fallait absolument qu'on ait fait l'amour avant, parce qu'on allait partir une semaine quoi. C'est comme si on allait partir des mois. Enfin, je sais pas, c'est fou quoi. Donc tu vas quitter le lycée, comment ça se passe le bac? Du coup, le bac, j'arrête les douilles et les joints pendant 3 semaines. Je vais chez une tante. Je révise à fond mes anabacs de physique-chimie, et du coup, j'arrive à avoir le bac parce que je me paye un 18 en physique-chimie qui rattrape toutes mes autres notes en fait. Professionnellement, tu te diriges vers quoi? Ça, c'est la loose. C'est, en fait, moi, je rêve de faire du théâtre. J'ai fait un bac S option théâtre. Ça, c'est assez peu commun, mais et du coup, je voulais faire du théâtre. Mais je voulais pas faire la fac de théâtre parce que pour moi c'était trop littéraire, c'était trop des études de texte, et j'étais pas du tout bonne là-dedans. J'avais 5 de moyenne en philo, histoire, géo. Enfin, je savais pas condenser ma pensée. Maintenant j'ai l'explication. Je commence à douter très fortement d'être TDAH, mais à l'époque j'avais pas cette explication-là. Et donc je voulais pas faire un truc littéraire. Je voulais vraiment aller dans une école où on travaille le corps, où on travaille l'expression, où vraiment on travaille l'expression scénique, etc. Mais sauf que c'était des écoles très chères à Paris, et que mes parents n'étaient pas du tout prêts à me laisser aller faire ça, enfin à me payer ça et à me laisser aller faire ça. Et du coup je suis allée en fac de psycho, mais j'ai fait 1 semaine. D'accord. La première semaine qu'on a fait de fac de psycho, ils nous ont expliqué le programme et comment ça allait se passer les années d'après, et je trouvais que la première année avait l'air nulle à chier, et que c'était la deuxième troisième année qui avait l'air vraiment bien, et j'avais pas du tout la patience de faire ça. Et en fait, à ce moment-là, je commençais de plus en plus à fumer beaucoup aussi, des joints, et c'est là que j'ai rencontré le père de mon fils, en fait, qui était un zonard qui traînait dans la rue, et je suis partie dans la rue avec lui, en fait. Donc j'ai pas du tout fait d'études, j'ai tout quitté, tout plaqué pour partir dans la rue. Donc moi j'ai eu pas mal d'expériences avant de rencontrer donc là le père de mon fils. Avant j'ai quand même eu pas mal d'expériences on va dire un peu de sexuelles, ou j'ai fait les vendanges, j'ai fait les saisons, donc j'ai rencontré je sais plus, peut-être 1 ou 2 gars comme ça où j'ai commencé à avoir des rapports sexuels avec eux. J'étais pas mal attirée par le milieu punk. J'avais envie de me confronter. L'avenir de la petite étudiante bien sage, ça m'allait pas. J'avais envie de vivre une expérience forte. Et du coup, j'étais vraiment attirée par le milieu punk, le milieu de la rue. Et quand j'ai rencontré le père de mon fils, j'étais très attirée par le milieu punk, et lui, il vivait dans un squat punk. C'est une expérience qui a mal tourné. Enfin, du coup, c'était quelqu'un de violent, mais quelqu'un de... Comment dire, il y a eu une emprise psychologique qui s'est installée petit à petit, et qui s'est encore plus refermée du moment où je suis tombée enceinte. Et sinon, quand on était dans la rue ensemble, j'avais un peu le rôle de la fille qui le gérait. Parce qu'il devenait tout le temps violent, tout le temps, il faisait n'importe quoi, et moi je le gérais, et du coup ça a créé une dépendance entre nous là-dessus. Et puis après aussi
la violence, elle s'est installée petit à petit, mais elle s'est encore plus installée après une fois que j'étais enceinte. Et là, une fois que j'étais enceinte, là, je suis devenue aussi vulnérable. Et donc, cette histoire, elle a duré 2 ans et je me suis barrée quand mon fils avait 3 mois. Et t'as des nouvelles de lui maintenant ou pas? Je sais qu'il est en prison pour homicide depuis quelques années. Oh. Ouais, je l'ai su il y a, il y a quelques années. En fait, c'est une psychologue justement de la prison qui m'a appelée pour établir un peu le profil psychologique, son profil psychologique, parce qu'il y avait plus grand monde en fait il avait des liens vraiment avec personne en fait. Donc du coup, elle a voulu que je lui raconte ce qui s'était passé à l'époque. Et en fait, elle m'a dit, déjà, elle m'a mis sur un truc que j'avais pas du tout réalisé, que j'avais vécu un stress post-traumatique, que j'avais vécu un traumatisme et que potentiellement je pouvais encore avoir du stress post-traumatique. Donc ça a mis une lumière sur pas mal de mes expériences. Et notamment, elle m'a dit un truc qui était quand même assez, qui m'a beaucoup marqué, c'est qu'elle m'a dit qu'elle voyait beaucoup de personnes, en prison. Et que quand même quelque chose qui le caractérisait beaucoup, c'est qu'il avait une vraiment très petite capacité à se remettre en question. Enfin, il y avait pas de regret en fait dans ses paroles, il y avait juste du déni, il y avait donc vraiment quelqu'un de je sais pas, peut-être sociopathe ou je sais pas comment on dit, mais en tout cas dangereux dangereux pour qui que ce soit qui le côtoie quoi. D'accord. Donc alors tu fuis cette relation toxique, on va l'appeler comme ça. Ouais. Et tu te diriges où est-ce que tu te réfugies? Je me réfugie un petit moment chez mes parents et ensuite je prends assez vite mon indépendance. Je vais vivre un petit moment dans un foyer mère-fils et mère-enfant, et après très rapidement j'ai un appartement. Je deviens auxiliaire de vie scolaire pour des enfants en classe d'intégration scolaire, donc des enfants porteurs de handicap. Ça c'est mon premier job, et ensuite je passe un BPGEPS loisirs tout public avec un organisme d'éducation populaire qui prône vraiment l'émancipation des personnes, avec donc ces valeurs qui me parlent beaucoup. Je me tourne vers l'éducation à l'environnement. Petit à petit, les choses elles se font professionnellement. Je commence un peu à gagner un peu de la confiance en moi par rapport à ça. Et j'ai toute une période où je sors beaucoup, j'essaye de faire regarder mon fils à peu près un week-end sur 2 quasiment. Et là, je me fais toute une bande de copains avec qui on a une association, on fait des événements pour les enfants en festival, avec des trucs de récup, avec de la musique, donc je me recrée. Là pour le coup, je me rapproche de personnes que je trouve qui me ressemblent, parce que ils ont quand même un côté alternatif, mais en même temps, c'est aussi des gens, il y en a parmi eux qui ont des enfants. Voilà, je me recrée un peu un lien social comme ça. Pendant cette période-là, j'ai pas mal d'aventures aussi, un peu des aventures bourrées quoi. Enfin un peu en fin de soirée, on se pécho, machin. Des trucs qui sont parfois à la limite une question de consentement. D'ailleurs, à ce moment-là, je vis une expérience avec une personne. De m'endormir et de me réveiller avec la personne à l'intérieur de moi. Ouais, et cette personne-là, quelques années plus tard, va devenir mon compagnon. Voilà. Parce qu'il y a quand même tout un mécanisme, en fait, qui s'est inscrit en moi, lié à la première relation et à beaucoup de choses et puis encore une fois, à ce moment-là, j'étais pas encore j'étais pas encore consciente de tous ces trucs-là. Et même, ce que maintenant j'identifie comme avoir été un viol, à l'époque, je m'étais demandé si je l'avais pas chauffé dans mon sommeil, si, je m'étais endormie bourrée quand même, j'avais quand même envie de lui, même si je lui avais dit non, on ne couchera pas ensemble avant de m'endormir. Aujourd'hui, parce que ces derniers temps, j'ai fait une formation notamment en premier secours à la santé mentale, et donc j'ai compris qu'en fait, il avait pas seulement une problématique d'addiction, mais aussi une problématique de bipolarité, et probablement aussi des TOC, des pensées intrusives sexuelles, parce que ça, il m'en avait parlé. Donc c'est quelqu'un qui est très gentil, mais qui des fois peut avoir vraiment des phases de gros n'importe quoi, grosse destruction, etc. Et du coup, c'est assez perturbant d'avoir pu vivre autant d'amour pour une personne, des phases vraiment mais tellement bien, tellement sereines, de quotidien, vraiment beaucoup d'amour, et des moments juste horribles quoi, où je reconnaissais plus la personne, et donc pour ce moment de sexualité un peu ambigu, je sais pas exactement ce qui s'est passé, mais en tout cas c'est une période où moi j'avais beaucoup de relations sexuelles en soirée avec l'alcool et tout, mais voilà.
Et je pense que j'avais vraiment envie de rencontrer quelqu'un et que ce soit durable. Enfin, la manière de rencontrer ne s'y prêtait pas en fait. Et un jour, j'ai rencontré dans ces conditions-là quelqu'un qui s'est un peu imposé à moi. Il a débarqué avec son chat et chez moi et il s'est installé quoi en gros. Et après, il est plus jamais reparti. Et donc cette relation-là a duré 4 ans. Je l'ai quitté, c'était super dur quand je l'ai quitté, il a pas du tout supporté la séparation. En fait, c'était quelqu'un avec qui je suis rentrée dans une espèce de moule de couple, je pense parce que j'avais besoin aussi de m'identifier à quelque chose de social, socialement accepté avec mon fils. J'étais une maman très jeune, donc j'avais le regard des autres, etc. Et puis même par rapport à ma famille aussi, le fait d'être partie dans la rue, enfin c'est une famille un peu catho, etc. Donc j'avais besoin un peu de retrouver une espèce de schéma qui me refasse valider en fait par mon cercle social primaire, on va dire. Mais sauf qu'au bout d'un certain temps, je me suis rendu compte que ça me convenait pas du tout et que j'avais besoin de vivre d'autres expériences. Et donc à un moment, j'ai été, comme j'étais éducatrice nature, en train de prendre conscience de tout un tas de trucs sociaux, sociétal, etc. Je suis partie vivre dans une communauté non violente pour faire une formation pour les jeunes qui veulent vivre des projets collectifs. Et ça, mon compagnon, il a pas du tout supporté que j'ai ce genre de projet. Ça a commencé à créer des tensions et en fait il y avait un moment c'était soit je me niais complètement pour préserver la relation et une relation qui je me rendais compte en fait me déprimait plus qu'autre chose et donc du coup j'ai pas choisi le compagnon et j'ai choisi la formation et donc on s'est séparés. Donc en gros j'ai eu 3 relations longues. Entre ces relations j'ai eu des expériences multiples et variées avec différentes personnes, mais je pense quand même toujours avec l'idée d'essayer de ramener un homme, enfin un papa pour mon enfant ou j'en sais rien, mais enfin de refaire un couple. Quand j'étais dans ces périodes de multiples partenaires, au moment où j'ai quitté la personne que je viens de dire de 4 ans et que je suis partie dans la formation dans la communauté, j'ai commencé à vivre des relations que je l'appelais amour libre à l'époque, où il y avait vraiment cette idée de liberté et surtout de ne pas emprisonner l'autre, mais c'était complètement au détriment en fait de mes propres besoins et mes propres aspirations, mais je m'en suis rendu compte après que c'était vraiment je voulais laisser la liberté à l'autre et que quelque part moi aussi on me laisse la liberté, mais en fait j'avais vraiment besoin de présence et de soutien parce que à cette époque-là mon fils il a fait une phobie scolaire, j'ai découvert qu'il était TDAH, enfin c'était vraiment super galère et j'avais énormément en fait besoin de soutien et je n'avais pas de soutien. Donc en fait t'as eu un certain appel à la liberté. Ouais. Mais quand on t'a proposé cette liberté, t'as eu l'impression que tu devais te l'accaparer en entier sans même réfléchir à quel point toi t'en avais besoin. Oui, c'est ça, ouais, c'est un peu comme si j'étais allée dans l'extrême de cette liberté-là. Ouais, alors qu'on peut prendre des proportions et puis comme beaucoup de gens en polyamorie vivent, c'est-à-dire avoir un socle et des relations à côté. Mais toi, en fait, c'est comme si tu t'étais mis en anarchie relationnelle alors que toi, tu ne l'étais pas. Eh ben, on va en reparler après, mais parce que l'anarchie relationnelle, c'est quand même un schéma qui me parle bien. En fait, je pense que à cette époque, je manquais plutôt à la fois de littérature sur le sujet, enfin de connaissances sur le sujet, et de connaissances aussi de moi-même et de mes propres besoins. Et en fait, comme j'ai eu des relations où, enfin, dans mon schéma, j'avais plutôt tendance à me nier et à me remettre en permanence en question et plutôt à être au service des besoins de l'autre, je savais pas du tout en fait comprendre mes propres besoins à moi. Et ce qui fait que dans la 3e relation dans laquelle je suis retombée, donc avec la personne plutôt bipolaire, j'ai encore à nouveau en fait été vraiment complètement au service de cette personne. J'ai même à un moment donné décidé d'acheter une maison qui correspondait complètement aux critères de ce que la personne m'avait dit qu'elle souhaitait avoir, sauf que en fait quand je l'ai fait du coup ça lui allait plus parce que forcément j'ai fait pour lui un truc qui m'avait pas forcément demandé et sans vraiment écouter moi ce que je voulais, et même à cette époque-là en fait je ne savais même pas ce que je voulais en fait. C'était moi c'était si mon fils et mon mec va bien, je vais bien. Et donc après c'est après la relation donc qui s'est terminée où j'ai pris conscience déjà de la violence psychologique qu'il y avait eu dans cette relation, que j'ai pris conscience en fait que ça faisait 3 relations exclusives que j'avais où j'étais complètement au service de l'autre. Et des fois on me disait mais écoute-toi, fais les choses pour toi, et en fait je savais vraiment pas ce qu'on voulait me dire quand on me disait ça quoi. Et donc quand j'ai quitté la relation de 6 ans, que j'ai pris conscience de la toxicité, etc., je me suis beaucoup posé la question sur la séduction, le jeu hétérosexuel, enfin le couple hétérosexuel,
ce qu'on y cherchait, ce que ça créait, ce que ça générait, etc. Et du coup, je me suis dit, j'ai eu une période où je me suis dit, moi, ce qui va me sécuriser là maintenant, c'est de l'anarchie relationnelle et sans mec cis. Et du coup, j'ai vécu ça pendant un bon moment, de relationner. En fait, c'était un peu comme si j'avais des amitiés engagées avec sexualité, mais que la sexualité était loin d'être le truc le plus important dans ces relations. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est des relations que je vois encore. Enfin, c'est des personnes que je vois encore pour certaines. Et mais où il y a plus cette dimension du tout sexuelle dedans, mais parce que c'était vraiment pas du tout la base de la relation. Et du coup, j'étais assez bien en fait dans ce modèle-là. Sachant que j'avais en parallèle de ça mon travail qui est très épanouissant, avec une reconnaissance sociale de ouf, avec tout le temps des personnes à rencontrer, etc. Et que je faisais partie aussi d'une troupe de théâtre que j'identifiais un peu comme mon cercle, un peu comme ma famille. Enfin, à ce moment-là, un peu en tout cas mes relations principales. Et je me disais que c'était avec eux que je construisais. Je me disais, je construis avec mon équipe professionnelle et je construis avec mon équipe de théâtre. Et en fait, avec mes autres relations, j'ai pas besoin de construire. C'est des relations bonus, quoi. Alors on va prendre soin, mais on n'était pas dans la construction. Et ça m'allait bien. J'avais trouvé un équilibre comme ça, justement. En fait, je m'étais plutôt dit, tiens, qu'est-ce qu'une relation hétérosexuelle, c'est censé nourrir? Et du coup, comment moi, dans mes différentes relations, je le nourris autrement. Je me suis dit, tiens, une relation hétérosexuelle, ça nourrit la construction, le besoin de construction. Bon, en fait, je vais construire avec les gens de mon équipe de travail, parce qu'en plus, on est dans une structure non hiérarchique, donc on est vraiment dans de la co-construction, et ma place est aussi importante que celle des autres. Et pareil dans ma troupe de théâtre. Enfin voilà, j'ai un peu essayé d'identifier tous les besoins que j'avais et dans quelle sphère j'allais les nourrir. Voilà. Et du coup, il y avait un espèce d'équilibre qui s'est trouvé comme ça. Jusqu'au jour où j'ai rencontré, du coup, je vais l'appeler Antoine. On est en quelle année à peu près là? Là, c'était il y a 2 ans. Avant de parler d'Antoine, comment s'est passé ton confinement? Mon confinement, ça a complètement correspondu à la fin de ma relation avec Monsieur 6 ans, voilà. Parce que du coup, lui, au tout début du confinement, il a décidé de se barrer. Moi, j'avais déjà commencé à travailler à Lyon. On habitait dans une maison en campagne. Et du coup, j'ai vraiment, ce moment, ça a été vraiment la fin en fait de cette relation où j'ai pu complètement décider de couper les ponts avec lui parce que il était parti réfléchir, mais il a réfléchi super longtemps. Il m'a envoyé un mail qui était encore pas clair derrière. Et là, je fais non, en fait, donc là, ça va continuer à jouer dans mes sentiments, parce qu'il était toujours très ambigu en fait, de je t'aime mais je veux pas vivre avec toi ou je veux pas machin ou c'était toujours souffler le chaud et le froid en fait. Et du coup, là, j'ai eu une grosse prise de conscience pendant mon confinement. Et en fait, le confinement, je l'ai passé toute seule dans cette maison. Après, mon fils est venu nous rejoindre parce que lui, il avait fait cette année scolaire, il l'avait fait chez mon père. Et donc là, il était revenu chez moi pendant le confinement. Donc on était un peu tous les deux, mais bon, lui, il faisait un peu sa vie sur Internet. Donc en gros, c'était ça mon confinement. Ça, plus des exercices de méditation matin et soir, des grosses crises d'angoisse aussi, un accompagnement thérapeutique en IFS qui m'a beaucoup aidé du coup aussi à apaiser des traumatismes pour pouvoir dire non à la relation dans laquelle j'étais en cours, prendre conscience que c'était de la violence psychologique et que c'était pas ok et qu'il fallait vraiment que je m'en préserve et donc couper complètement cette relation. Donc du coup, il y a 2 ans, tu rencontres, je te laisse te décrire. Ah oui. Du coup, je le rencontre sur un site de rencontre. On habite à 4h30 de route. Sur le coup, je le vois, je le trouve canon, sexy, tout ça, mais je crois il a une crête et une photo de lui dans un camion, et je me dis que c'est un punk à bière et que ça va pas du tout coller, mais que c'est pas grave. Je vais quand même aller le rencontrer parce que il me plaisait et surtout on a tout de suite eu des discussions très en fait, il était très engagé dans la conversation et ça me plaisait. Et il se trouve qu'il a des ânes. Du coup, je me suis dit, au pire, si ça matche pas avec lui, ça va matcher avec les ânes ou les gamins, quoi. Et en fait, ça a matché avec lui. Ça a matché avec lui, mais de manière assez forte. Au point que ma rencontre avec lui, en fait, je me suis tapé des crises d'angoisse derrière tellement c'était fort et tellement ça me faisait peur. Après, il y avait le fait qu'on vive à 4h30 de route, alors que moi, je me suis créé un petit espace, un havre de paix, un peu dans mon mode de fonctionnement, avec mon travail et mes relations en anarchie relationnelle, en fait. Et je me voyais pas du tout l'installer dans mon système d'anarchie relationnelle. Enfin, j'avais vraiment envie d'un truc super fort avec lui. J'ai eu envie de créer. Déjà, il y a eu un truc. C'est un de ses enfants, il a dit, moi, j'ai jamais vu papa bourré. Le premier jour, et je crois que ça m'a fait tout de suite tomber mes barrières.
J'étais là, ok, un mec qui boit pas, il a 3 enfants, qui ont l'air vraiment bien dans leur peau, puis sa manière de vivre à la campagne qui correspond beaucoup plus à ce à quoi moi j'aspire, même si je suis complètement folle de mon travail, j'adore, folle de mon travail. C'est bizarre de dire ça, mais vraiment j'adore vraiment mon travail. Et donc je suis allée voir un hypnothérapeute à ce moment-là, mais ça m'a pas trop aidé. Je suis j'ai vite stressé, et en fait les quelques relations que j'avais, il y en a une que ça a fait fuir parce que je pense que c'était une personne qui était ok avec le fait que j'ai d'autres relations, mais qui voulait pas trop en entendre parler. Mais comme là j'étais complètement déboussolée, ça avait pris une telle force que même cette personne, ça lui a pas fait du bien du tout. Et je pense que c'est d'ailleurs la relation avec qui j'ai le plus on va dire de honte de comment j'ai géré cette période, parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui faisait partie de mon cercle de personnes proches, et que je sais que ça l'a blessé et que j'ai plus de lien avec. Voilà. Donc ça, je suis un peu triste de ça. Je me dis merde, je voulais la non-exclusivité, et en fait j'ai pas su peut-être entendre que lui, en fait, je franchissais des limites sans le savoir. Lui avait pas posé non plus ses limites, ou parce que juste il tenait à la relation et il a préféré faire ça. Bref. C'est quelque chose qui pour moi est la limite un peu de ce que j'ai pu voir en fait dans mon mécanisme d'anarchie relationnelle. C'est que autant il y avait des relations où c'était très clair, très simple, très fluide sur ce qu'on attendait l'un de l'autre, et etc. Et d'autres où c'était pas le cas, où les personnes avaient projeté peut-être d'autres choses sur moi, et qui correspondaient pas à ce que je voulais. Et même si j'avais été très honnête avec, je pense que pour préserver le lien, ces personnes avaient accepté en fait cette part de moi, mais que c'était pas complètement un fuck yes, quoi. Quand j'ai rencontré Antoine, on était tous les deux dans ce mode de relation. Lui, il avait plutôt l'habitude d'avoir un couple socle et des amantes. Et moi, c'était anarchie relationnelle ou rien. En gros, c'est un peu ce qui s'est passé. Ou couple exclusif, quoi. C'est un peu ce qui s'est passé dans ma vie. Et la hiérarchie relationnelle, le couple ouvert me paniquait. Et surtout, en fait, je pense que ce que j'ai assez vite identifié, c'est que comme j'allais devoir sacrifier beaucoup de choses de ma vie pour pouvoir entretenir cette relation, je voyais difficilement comment j'aurais pu me sentir dans une relation équilibrée si on était en couple ouvert. Parce que soit en fait à un moment donné, de toute façon c'est quand même tellement plus simple d'avoir un amant dans l'immeuble d'à côté, du moins dans le quartier d'à côté, que d'avoir un amant à 4h30 de route. Et en fait j'aurais pas favorisé la relation, et il se serait pas passé ce qui s'est passé et l'intensité de ce qu'on a vécu. Et vice versa, si moi je m'investissais suffisamment dans la relation, j'aurais pas du tout le temps en fait de nourrir d'autres relations, alors que quelque part lui si, étant donné que il a moins la possibilité de bouger, et que c'est plus moi qui m'inscrit dans sa vie, et voilà. Donc j'ai tout de suite senti un truc qui allait assez vite être déséquilibré en fait dans la relation. On en a parlé beaucoup en plus sur nos rapports. Mais en fait, je pense que le truc aussi, c'est que moi, j'étais en anarchie relationnelle et lui, il est plutôt libertin. Donc, c'est deux approches différentes aussi finalement. Parce que moi, si je relationne avec quelqu'un, c'est que je ressens un profond amour, pour cette personne quand je suis, même s'il y a pas de construction, même s'il y a pas de, et je pense que ça, c'est quelque chose qui lui aurait pu le mettre en insécurité. Et c'était un peu comme s'il y avait un espèce de désir. À la fois de désir et à la fois d'insécurité. Et en fait, au fur et à mesure, déjà on a décidé d'être exclusif pour un moment. Et en fait, petit à petit, après, on s'est dit qu'en fait c'était mieux. Moi, 2-3 mois après qu'on se soit rencontrés, j'ai commencé à développer des gros problèmes aux pieds où je pouvais plus marcher et j'avais des douleurs en permanence. Et en fait, je crois que si on a continuer de valider ce choix-là. En tout cas, moi, ce qui me concerne, si j'ai validé ce choix-là, c'est aussi parce que je me suis dit que j'avais vécu suffisamment de traumatisme et que j'étais pas en capacité aujourd'hui de me challenger. Et que rien que la relation, avec le fait qu'elle soit à distance et des potentielles projections et choix m'insécurisaient déjà suffisamment. Et c'est comme si, en fait, là, le polyamour aurait été quelque chose de trop à gérer dans cette situation. En fait, les ressources dont tu as besoin pour gérer la polyamorie étaient déjà occupées à... C'est ça. Et du coup, c'est pour ça qu'on a fait ce choix-là. Et que de temps en temps, on le remet en question.
Lui, il peut de temps en temps le remettre en question plutôt par des fantasmes sexuels et moi aussi peut-être des fois par d'autres besoins de connecter autrement avec d'autres personnes. Moi, j'ai trouvé la solution de développer des liens forts d'amitié et notamment de certaines personnes avec des projets justement. Je crois qu'il y a toujours ce côté projet et notamment avec une amie que j'ai rencontrée récemment et travailleuse du sexe avec qui on a des projets d'animer des événements autour de la sexualité. Et du coup, en fait, ça me va bien comme ça. Ça me va en fait de pouvoir créer ces liens de profondeur avec des personnes sans pratiquer la sexualité avec ces personnes, mais qui est quand même un peu une forme d'engagement, mais qui soit d'une autre forme. Donc j'ai cette amie là qui prend beaucoup de place en ce moment, mais après j'ai d'autres relations qui sont un peu peut-être moins puissantes et moins, enfin je sais rien, qui prennent moins de place, mais qui existent aussi et en fait qui fait que pour moi je continue un peu l'anarchie relationnelle, sauf qu'il y a plus de sexualité. Et aussi entre-temps aussi j'ai développé une bonne phobie aux maladies sexuellement transmissibles parce que j'ai eu un papillomavirus récidivant, que je me suis fait opérer, que c'est pas passé, qu'après j'ai fait un régime ultra contraignant pendant 3 ans pour m'en débarrasser. Et donc du coup j'ai ça, et même je le vois parce que quand je vois des personnes qui pratiquent la sexualité à plusieurs, j'ai comme un goût dans la bouche, comme si je sentais en fait le liquide, je sais pas, le liquide séminal, j'en sais rien, infecté en fait. Voilà. Donc je sais que voilà, j'ai aussi cette limite là, cette peur, ce traumatisme en fait lié à la sexualité, mais peut-être que tu disais il y avait un autre podcast sur la sexualité. Oui, effectivement, ça sera l'occasion d'y revenir. T'as eu un vécu de relations plurielles, mais j'ai l'impression que finalement t'as jamais vraiment essayé la version dans laquelle on a un couple socle. Non. T'as eu une période où tu as vécu seul, tu as eu une période où tu as été en relation anarchique. Jusqu'ici, il n'y a jamais eu l'occasion, peut-être que tu te relances là-dedans. C'est peut-être ce que tu choisirais si vraiment ça devait repartir de cette façon-là avec ton compagnon, qui je crois est toujours ton compagnon actuel. Hein. Bah oui, juste là on a vécu un peu une crise de couple ces derniers temps parce que notamment sur cette question. En fait, il y avait énormément de comportements qui étaient liés à son trouble de l'attention et de l'hyperactivité. Quelque part, alors je sais pas si c'est une fête de conditionnement de genre ou j'en sais rien, mais que lui-même s'auto-valide facilement, se remette pas en question en se disant que son comportement est la norme, alors qu'en fait non, et si juste il me fait souffrir son comportement. Et donc là, il y a eu un moment où moi j'ai posé un stop parce que justement, heureusement l'expérience du passé m'a fait prendre conscience aussi que que par rapport à mes besoins maintenant je voulais plus rogner sur mes besoins essentiels, et donc où là il a lui aussi pris conscience du coup de son trouble et de l'impact que ça avait, et qu'en fait même il y avait beaucoup de relations qu'il avait eues avant en fait qui lui reprochaient les mêmes choses. Et donc là il y a un peu une réflexion de fond qu'on est en train d'entamer sur notre relation, et mais je crois en tout cas la question du couple socle et de l'ouverture n'est pas d'actualité, parce que on est plutôt en train de tous les deux être sur des moi le fait que j'ai eu des problèmes aux pieds, ça a réactivé énormément de choses, de blessures, et donc ma bande passante elle a été beaucoup prise par ces problèmes de santé, et moi je me rends compte qu'en fait toutes mes relations, j'étais avec des personnes qui avaient des problèmes psy en fait. J'en ai aussi, étant donné que j'ai un syndrome de stress post-traumatique, et en fait qu'on est un peu aussi sur des relations presque de proches aidants, et que ce sont des relations en fait qui sont aussi ultra énergivores. Et donc voilà, donc du coup il y a ce côté aussi se concentrer en fait là-dessus pour déjà dépasser ça quoi. D'accord. Est-ce que tu en es aujourd'hui là? J'ai l'impression que tu arrives au bout. Ouais, c'est ça, ouais, c'est là où j'en suis aujourd'hui. C'est pour ça là, que du coup je t'avais signalé que j'avais renoncé à la polyamorie. Enfin, après en effet, ça me semble être plus une pause à long terme. J'en sais rien. Peut-être à long terme. En fait, j'ai justement pas du tout envie de me dire que c'est une pause. En fait, c'est comme si, quelque part, j'avais besoin que ce soit pas du tout une pression de se dire que c'était un but à obteindre, que potentiellement, ça se trouve, on finira à la fin de nos jours tous les deux, ou ça se trouve, peut-être même on se séparera parce qu'en fait, on n'aura pas réussi à trouver de terrain d'entente sur nos modes de fonctionnement. C'est possible aussi. Et peut-être qu'on finira comme un vieux couple, tous les deux, j'en sais rien. Ouais, alors peut-être que c'est une pause, peut-être que c'est pas une pause. Moi, même si je comprends ce que tu me dis, moi, à titre personnel, je le prends d'une façon différente. Je considère toujours que quand on a été poli, on le reste pour toujours. Mais par contre, ça ne veut pas dire qu'on est obligé de relationner pour autant. Oui. La polyamorie peut ressortir, par exemple, simplement si on est en couple exclusif.
mais que, par exemple, si tu as un jour un coup de cœur avec quelqu'un et que tu décides de ne pas y donner lieu parce que tu considères que t'as pas l'énergie et que pour l'instant t'es bien dans ton couple, etc. Bah, je pense que t'auras la possibilité d'évoquer le fait que t'as eu un crush pour quelqu'un et que tu l'as laissé partir. Et que oui, mais c'est le cas. Bah voilà. Mais c'est le cas, en fait. Voilà. Enfin, même moi, j'ai des crushs tout le temps. Hein. Ouais. En plus, je rencontre beaucoup de gens, et puis même, j'ai même un crush en ce moment avec quelqu'un que je fréquente dans mon cercle proche. Et après, je me suis aussi rendu compte que c'était quelqu'un d'aussi TDAH et qu'en fait, flemme. donc voilà. Et du coup que je me contente de voir quand je le vois et que s'il se passe rien, en fait, c'est pas grave. Et alors oui, je pense quelque part, je suis toujours polyamoureuse dans le sens où puis en plus j'aime nourrir des relations profondes avec des gens, etc. C'est juste la stratégie en fait qui est différente, la stratégie que j'emploie quoi. T'es polyamoureuse avec une seule personne. C'est ça. Mais vu qu'on est plein à l'intérieur de nous-mêmes, déjà. Finalement, le polyamour exclusif peut aussi exister dans le sens où on va se mettre en exclusivité avec une personne, tout en sachant que c'est là à un moment T, sans se mettre de pression justement, cette pression dont tu parlais tout à l'heure, mais que dans notre fonctionnement de pensée, on n'est plus de la même façon en fait qu'une personne qui véritablement vit dans une exclusivité véritablement monogame dans lequel si jamais elle a une attirance pour quelqu'un d'autre, elle va ressentir de la culpabilité, elle va chercher à le cacher. Bah oui en fait moi c'est aussi justement c'est aussi la réflexion que j'ai eue sur la séduction et le couple hétérosexuel et le fait de devoir aussi quelque part posséder l'autre par le corps, comment dire, et que ça passe par là et que si on a couché ensemble, on a un peu entériné quelque chose et du coup je me dis en fait j'ai pas besoin de vivre cette expérience là pour dire à une personne que je l'aime ou pour dire pour dire que j'ai un lien important avec une personne. C'est un peu là où j'en suis. Ok. Bah, je crois qu'on a fait le tour de la question. On va peut-être pouvoir attaquer les questions de fin de podcast. Ouais. Alors, est-ce que tu peux me donner ta définition personnelle de la polyamorie ou de quelque autre expression que tu voudrais utiliser? Je crois que j'ai eu 1000 idées au moins qui m'ont traversé la tête. Mais du coup, je vais en retenir une. Mais du coup... c'est un peu comme si on annulait le début du podcast où je dis je ne suis plus polyamoureuse. Mais en fait pour moi la polyamorie c'est en fait se laisser traverser par ce qui se passe dans les rencontres et dans les relations et laisser vivre ce qui est existant et après on a tous et toutes des stratégies différentes pour mettre en œuvre pour combler ces besoins en fait relationnels et du coup de ce qu'on s'autorise ou s'autorise pas avec des personnes. Mais est-ce qu'aujourd'hui t'as l'impression d'avoir des relations avec d'autres personnes mais qui seraient uniquement platoniques? Bah ouais, du coup ouais. je vais culpabiliser, je vais avoir l'impression de t'avoir fait changer d'avis. Non mais après je sais que j'ai besoin de relationner intimement et profondément avec beaucoup de personnes et ça enfin beaucoup de personnes. Oui, si avec beaucoup de personnes et ça a toujours été j'ai comment dire toujours été confrontée aux limites relationnelles des autres alors que moi je suis très engagée dans mes relations et du coup je sais que j'ai besoin d'avoir plus de relations que la moyenne. Parce que j'ai un espace assez énorme en fait d'intimité à partager. Mais après du coup sur l'engagement, la construction et la sexualité, c'est des choses différentes en fait. Enfin, je pense que l'amour il a vraiment différentes facettes et il y a à relationner et là aujourd'hui, j'ai mis en exclusivité la construction et la sexualité avec une personne. Qu'est-ce que la polyamorie a apporté dans ta vie? En même temps, à une certaine période, ça m'a plutôt apporté de la confusion et même de la perte de moi-même. Et à une autre période, au contraire, ça m'a permis de ne plus attendre, qu'une relation colle à un schéma préconstruit dans ma tête. Et que du coup, les relations soient beaucoup plus... on les vit et après on les décrit. Plutôt que de se dire tiens je veux ça avec une personne et qu'il y ait ça dans ce truc et du coup d'aller chercher justement en plus dans mon cas d'aller chercher des mecs cis qui correspondraient à ce schéma que j'avais pour en fait être déçu parce que finalement ça collait pas en fait ça collait pas sur mes besoins et mes besoins de profondeur et depuis que j'ai déconstruit en fait ce schéma et ce besoin je peux vraiment nourrir beaucoup mieux mes relations et elles ressemblent pas du tout à ce que j'aurais imaginé à la base quand j'étais dans mon schéma très hétéronormé quoi. En fait, j'ai l'impression que pour toi, la polyamorie, ça t'a surtout permis d'alléger la charge mentale que tu te mettais sur ce que devaient être les relations avant même de les vivre. Oui, c'est ça, et aussi sur le service à l'autre.
Moi, j'étais beaucoup trop dans mes relations, j'étais beaucoup trop dans le service à l'autre. C'est en même temps, c'est quand même quelque chose que j'ai aussi envie de garder parce que, enfin, je trouve ça hyper important, l'engagement et le service à l'autre mais en fait, il faut que ce soit équilibré. Le problème, c'est que moi, dans mes relations, c'était pas équilibré. C'était moi qui servais l'autre et l'autre, en plus, qui se plaignait d'être pas assez bien servi. Sauf qu'aujourd'hui, maintenant, je le vois direct, ça. T'as arrêté de le subir pour en prendre la maîtrise. C'est ça, et pour demander une réciprocité. Aussi. Et que si la réciprocité était pas là, j'arrêtais de nourrir la relation. Je comprends. Je te remercie pour cet échange et je te dis à bientôt. Avec plaisir. Hein.